L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, avec grand angle ce soir sur les inspecteurs du travail. Ils étaient en grève aujourd'hui. Ils protestent contre la réorganisation de leur profession qui va être discutée d'ailleurs par les députés cette semaine. Et notamment, pouvoir de sanctions accrues qui va leur être donné. Et ça ne fait pas sourire non plus les chefs d'entreprise qui se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Oui, c'est pas vraiment deux mondes qui s'apprécient énormément, les inspecteurs du travail et les chefs d'entreprise. Pourquoi? C'est quoi? Il y a de la défiance vraiment, il y a de l'incompréhension. On continue d'en parler avec Betty Benoît. Elle est justement inspectrice du travail, elle est syndicaliste du syndicat SNUT-FISU. On est avec Bernard Vivier, le pape des relations sociales en France, le grand maître de l'Institut supérieur du travail, Benaouda Abdedaïm, Emmanuel Le Chip de BFM Business, Rémi Gamal, il est à la tête de Impact Group, spécialisé dans les forces de vente, il est chef d'entreprise. Et puis j'accueille Philippe Eliakim, bonsoir. Bonsoir. Philippe Eliakim, journaliste, écrivain, auteur de Absurdité à la française chez Robert Laffont, enquête sur toutes ces normes qui nous tyrannisent. Oui, on essaiera de comprendre justement s'il y a de l'incompréhension. C'est peut-être parce que justement il y a une foultitude de réglementations, de normes que finalement plus personne ne comprend et qu'il faut quand même malgré tout faire appliquer. Oui, le corps des inspecteurs du travail, on le disait tout à l'heure, il a été créé en 1892 pour faire respecter les premières règles sociales. Oui, amis, ennemis, relations parfois tendues avec les chefs d'entreprise. Reportage Jean-Baptiste Huet. Ils étaient près d'une centaine à manifester ce matin à Paris. Les inspecteurs du travail se rebiffent contre la réforme Sapin qui prévoit une nouvelle organisation du travail. Concrètement, cela pourrait signifier moins d'inspecteurs sur le terrain. On en compte aujourd'hui 2236 pour surveiller un peu plus d'1 800 000 entreprises. Un autre volet de la réforme leur donnerait par contre plus de pouvoir, avec la possibilité notamment d'infliger directement des amendes aux entreprises. Cette mesure pourrait davantage rafraîchir les relations qu'entretiennent chefs d'entreprise et inspecteurs. C'est ce que craint Romain Schiss, il est avocat associé au sein du cabinet CVML. Le projet de loi qui est visé aujourd'hui consiste à accroître encore davantage les pouvoirs de l'inspecteur du travail et notamment à leur permettre de sanctionner directement des entreprises pour des amendes d'un montant inférieur à 2 000 €. Donc c'est un projet de loi qui est vers le plus répressif, si j'ose dire, ce qui est très bien évidemment pour les salariés et pour la protection des droits des salariés en général et des organisations syndicales, ce qui est en revanche un peu plus problématique du côté des entreprises, puisque en général l'entreprise, quand elle fait appel à l'inspecteur du travail, ce qui peut lui arriver dans certaines situations, attend précisément de l'inspection du travail un peu plus d'écoute, un peu plus de neutralité. Romain Schiss regrette l'absence d'une mesure fondamentale dans la réforme de Michel Sapin, la formation des inspecteurs du travail aux réalités de l'entreprise. Illustration avec Rafik Smati, c'est le patron d'Uprint que nous avions rencontré il y a quelques semaines. Un dromadaire en peluche qui est dans mon bureau, parce que j'édite tout simplement un site qui s'appelle Dromadaire. J'ai eu l'inspection du travail lors d'un contrôle en règle qui a passé un long moment en train d'inspecter ce dromadaire pour voir s'il correspondait bien aux normes françaises et européennes en matière de jouets. Les inspecteurs du travail manifestent contre un projet de réforme qui accroît leur pouvoir. C'est un peu le paradoxe. Certains patrons de leur côté soulignent qu'ils n'ont aucun intérêt à mettre en danger leurs salariés. Ils regrettent par la même occasion le manque de confiance qu'on leur fait. Quant au gouvernement, son objectif est plus pragmatique, désengorger rapidement les tribunaux qui ont de plus en plus de difficultés à traiter les procédures dans des délais raisonnables. Voilà le reportage de Jean-Baptiste Huet. Incompréhension entre inspecteurs du travail et chefs d'entreprise, peut-être à cause justement du poids des normes. Absurdité à la française. C'est complètement kafkaïen. Vous allez vous y retrouver si vous êtes justiciable, si vous êtes contribuable, un cauchemar kafkaïen. Tout est réglementé dans tous les textes possibles et imaginables. Et s'il y a un lieu propice à l'empilement de normes, Philippe Eliakim, c'est bien l'entreprise. Oui, il n'y a pas que l'entreprise. Quand vous parlez aux élus locaux ou quand vous parler aux particuliers, simplement aux gens qui ont des ascenseurs, qui doivent mettre en conformité les ascenseurs, tout le monde comprend ce que c'est que les normes. Et alors, on est les champions du monde, on en a 400 000. On a des fonctionnaires qui sont
hyper productif. S'il y avait un concours de productivité et de normes, alors là, on battrait tout le monde. Alors ces normes, en effet, elles atteignent les entreprises, toutes les entreprises, pas seulement les grandes entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises, du petit commerçant au grand groupe. Moi, je suis allé regarder, tout le monde est touché et gravement touché. Je vous donne des exemples. Au fond, cette histoire, ça vient du fait que nos fonctionnaires veulent faire mieux que les autres. Ils veulent que la France soit un modèle. Donc, ils sont dans leur bureau. Alors, ils fabriquent leurs petits textes en se fichant totalement de ce qui se passe dans les entreprises. Et ils imposent un certain nombre de règles aux entreprises françaises qui sont les seules au monde à les supporter. Un exemple. Le bois, l'industrie du bois. Vous savez, il y a des milliers de petites entreprises, des scieries, des entreprises qui fabriquent des meubles, etc. Il y a des milliers d'entreprises du bois. Il existe une directive européenne, et c'est normal, parce que les normes, Madame l'inspectrice du travail, les normes, évidemment, c'est très important, ça sert à quelque chose. Il existe une directive européenne qui limite à 0,5 mg par mètre cube, vous voyez, c'est toujours un peu technique, les poussières de bois qui peuvent être dans l'atmosphère de ces entreprises du bois. Vous voyez, 0,5. Pourquoi? Parce que les médecins, les experts ont considéré que c'était un bon taux pour permettre d'éviter les risques cancérologiques. Bien. Tous les pays d'Europe appliquent cette norme. La Suède applique cette norme. Les Pays-Bas appliquent cette norme. L'Allemagne applique cette norme. Mais pas la France. Parce que dans les bureaux de nos ministères, il y a des fonctionnaires qui ont jugé que c'était pas suffisant. Ou plus exactement, c'était trop. Il fallait faire moins chez nous. Et donc, ils ont abaissé les seuils. Ils ont transposé la directive européenne en abaissant les seuils. Et ils ont exigé que nos entreprises du bois ne mettent dans l'atmosphère que 0,1, non pas 0,5, mais 0,1 mm3 milligrammes de particules par mètre cube. Le résultat, alors pour un fonctionnaire, voilà, il est content, il a fait son travail, il n'aura jamais de problème, on ne pourra jamais l'accuser, vous comprenez, d'avoir été désinvolte. Mais nos entreprises du bois, elles sont en train d'en mourir. Pourquoi? Parce qu'il faut... Les industriels du bois le savent bien, j'en ai rencontré. Il faut qu'ils investissent dans des extracteurs de fumée qui sont beaucoup plus puissants que les copains, beaucoup plus puissants que les Italiens, beaucoup plus puissants que les Allemands. Et le résultat des courses, c'est qu'ils ne sont pas compétitifs. Voilà un exemple, si vous voulez, de transposition de directives européennes et de normes imposées à nos entreprises. On pourrait en donner 15 ici, à cette table, on pourrait en donner 15. Juste un autre très brièvement. Il existe une industrie de traitement des métaux, vous voyez, de traitement de surface des métaux. Vous avez un objet métallique, il y a toujours un traitement de surface des métaux. C'est des grosses industries, ça représente des milliers d'emplois. Bien. Eh bien, les règles chez nous qui sont imposées aux fabricants de traitement de métaux, aux fabricants de ce qu'on met sur les métaux, si vous voulez, elles sont tellement drastiques, ces règles, qu'il n'y a plus aujourd'hui une seule entreprise, qui fournit les matériaux pour le traitement des métaux en France. Elles sont toutes parties, elles sont pas parties au Bangladesh. Il faut que les fonctionnaires le sachent quand même. Ils s'en fichent. Elles sont pas parties au Bangladesh, elles sont pas parties en Chine, elles sont parties en Allemagne, elles sont parties en Italie. Alors, vous comprenez le problème. Si les travailleurs français étaient mieux protégés que tous les travailleurs alentour, on dit, écoutez, voilà, on est les modèles, on est en avance. Mais c'est pas vrai. La morbidité, les accidents du travail, on n'est pas meilleur que les autres. Donc on est en train de se fabriquer nous-mêmes des contraintes incroyables. Alors on se fabrique des contraintes. Betty Benoît, vous êtes inspectrice du travail. C'est pas vous qui écrivez évidemment toutes ces 400 000 normes, mais par contre vous êtes obligé de courir après pour faire appliquer ces 400 000 normes. C'est bien le problème, c'est qu'on nous reproche, vous nous reprochez de débarquer, mais on fait qu'appliquer les normes. Vous voyez bien que vous avez des difficultés à les comprendre. C'est pas nous qui faisons que les règles sont compliquées. On les fait appliquer. Et ça, peut-être que vous le ressentez mal, mais on les fait appliquer. Alors, chef d'entreprise Rémi Gamal, puis ensuite Philippe Eliakim. Oui, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un code du travail qui est quand même très obsolète, et on a un problème aussi, c'est que je pense que les inspecteurs du travail ne sont pas assez nombreux par rapport au nombre aux salariés dans les entreprises dont ils ont vous en voulez plus maintenant? Non, c'est pas que j'en veux plus, c'est que je voudrais qu'ils comprennent mieux nos métiers et notre activité. Parce que quand ils arrivent, nous on a une partie, on fait de l'animation commerciale, on a un CDD d'usage, on a un accord de branche.
c'est pas simple non plus. C'est pas uniquement l'application du contrat de travail, on est dans du CDD ou du CDI. Bon, et un inspecteur du travail qui arrive là, qui ne comprend pas ou qui ne prend pas le temps de regarder. Je donne un exemple. Suite toujours à ce même contrôle, on a eu une demande d'un certain nombre d'informations et on nous a demandé de produire tous les contrats, les CDD qu'on avait depuis 2010. En animation commerciale, comme je le dis, on a fait le calcul, on en a 70 000. Ah. Voilà. Mais vous avez dû produire 70 000 contrats? Non, parce que je pense la demande, ils ne pensaient pas qu'on en avait autant, donc on les tient à leur disposition. Mais voilà, vous voyez, je pense qu'il y a aussi un problème qui est important, c'est la compréhension de l'activité d'une entreprise, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, au travers des normes, au travers tout simplement des lois, parce que nous, nos normes, c'est quoi? C'est le code du travail. Quand on est dans des métiers... Si vous n'avez que celle-là, vous êtes un heureux homme. Vous n'avez pas les... Il y a 85 codes divers en France, le code de l'urbanisme, du travail, des impôts, voilà. Donc. Mais madame l'inspectrice du travail, vous dites, on est nous-mêmes dépassés par les normes. Je veux bien. Je vais vous raconter une histoire vraie. Et un peu triste parce que il s'agit de l'entreprise Carrier qui fabriquait des autocars et qui était la dernière, je parle à l'imparfait car elle a déposé son bilan hier, malheureusement. C'est une entreprise d'Alençon. Il y a quand même, je crois, 200 ou 300 personnes dans cette entreprise. Et le chef d'entreprise, il y avait de l'amiante. Il y avait de l'amiante dans ses entrepôts, dans son usine. Donc, il a dit, il faut que je retire l'amiante. Donc, il a fait les choses très bien. Il a investi, excusez du peu, 3 millions d'euros. Il a fait des choses de confinement comme il faut. Il a fait tout ce qu'il fallait. Et l'inspecteur du travail a dit, pas de problème, vous faites les choses bien. C'est-à-dire que pendant que les ouvriers continuaient de produire des autocars, dans une partie de l'usine qui était bien fermée, il y avait ils travaillaient que la nuit, ils enlevaient l'amiante. Bon, ça s'est passé très bien avec un inspecteur du travail. Et puis un jour, je ne sais plus quelle année, en 2010 ou 2011, est arrivée une nouvelle inspectrice du travail qui a regardé, peut-être que l'autre ne connaissait pas, elle a regardé les normes, elle a dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je regarde la réglementation. Mais on n'a pas le droit, monsieur. Alors il a dit, oui, mais c'est pas du tout dangereux, regardez, j'ai tous les experts, tout le monde dit, oui d'accord, mais monsieur, sur le texte, on n'a pas le droit, vous êtes en train d'enlever de l'amiante, oui, mais je le fais la nuit, mais on n'a pas le droit, monsieur, faut fermer l'usine. Et donc, cette dame, inspectrice du travail, a exigé et obtenu la fermeture de l'usine Carrier pendant 10 jours. Je vous laisse... Toute la région s'est mobilisée, y compris les élus locaux, tout le monde s'est mobilisé. Et au bout de 10 jours, l'inspectrice du travail, qui je crois est souveraine, on ne peut pas l'obliger à revenir sur une... Je crois qu'elle est absolument souveraine. Finalement, elle est revenue en arrière et l'usine a pu rouvrir. Moi, j'ai parlé au patron de Carrier, il m'a dit, à 24 heures ou 48 heures près, on était mort. Vous voyez cette espèce de jusqu'au boutisme, cette façon... C'est pas la règle. Vous faites preuve de souplesse parfois, oui, c'est ça qui discernement. Bien sûr, hein, de toute façon, on fait que ça, hein, parce que de toute façon, on va toujours regarder quelle est la situation et on essaie d'être le plus juste possible. Mais là, vous me donnez un exemple parmi je ne sais pas combien de contrôles qui ont été faits. Je peux vous en donner beaucoup d'autres. Oui, mais c'est l'exemple type de l'entreprise qui va fermer parce que l'inspection aura agi. Déjà, pour qu'on puisse fermer une entreprise, c'est quand même particulier parce que ça voudrait dire que dans l'entreprise, ils ne produisaient que de l'amiante. C'était quoi l'entreprise? Ils ne produisaient pas d'amiante, ils produisaient des autocars, mais il y avait de l'amiante qui était... Bon, c'est un exemple. C'est un exemple. Un exemple d'une entreprise comme par hasard, et du coup... autour de la table? Tiens, Bernard Vivier, l'inspection du travail, elle a son utilité, évidemment. Je ne voudrais pas qu'on lui fasse un procès... à charge comme on le fait, enfin comme ça peut donner l'impression depuis le début de cette émission. L'inspection du travail a sa légitimité, a son utilité. Bien sûr, mais rappelons-le, nous avons besoin sur le bord de la route de gendarmes pour régler la circulation, éviter les chauffards. Nous avons besoin dans les entreprises d'inspecteurs du travail qui protègent les salariés, qui protègent aussi les chefs d'entreprise honnêtes contre les fraudeurs. Le travail clandestin ou les normes de sécurité qui ne sont pas parce qu'il faut quand même des normes de sécurité. Bien sûr. Bien sûr. Simplement, nous avons besoin d'inspecteurs du travail plus nombreux, ils ne sont pas assez nombreux, et nous avons besoin d'inspecteurs du travail beaucoup mieux formés à comment fonctionne une entreprise, et d'inspecteurs du travail qui acceptent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, la majorité d'entre eux, d'être dans un corps de fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires, et dans un corps de fonctionnaires, il y a une hiérarchie, des directeurs départementaux, des directeurs régionaux et un ministre. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un des problèmes, quand il y a un problème dans une entreprise, le recours du chef d'entreprise, c'est d'aller directement, rappelons-le, au ministre du Travail. C'est pas logique. Ouais, Rémi Gamal, vous êtes... exemple aussi de quelque chose que l'inspection a fait. France Télécom.
24e suicide. L'inspectrice, elle voit qu'il y a un problème. Elle dit, ça fait 24 suicides. Elle dit, bon, je vais demander au directeur de faire une mise en demeure. Il l'a jamais faite, la mise en demeure. Voilà. Rémi Gamal. Donc vous dites que l'inspection du travail fait que d'arrêter les entreprises. Vous voulez parler il y a aussi du taux de suicide à France Télécom. Il se trouve que j'ai calculé le taux de suicide à France Télécom et je l'ai rapporté au taux de suicide dans la population en âge de travailler. Et les 24 suicides, on est exactement dedans, un peu plus faible. On se suicide un peu moins à France Télécom que dans l'ensemble des autres entreprises. Bon, c'est un autre débat. On se retrouve dans un instant. On parlera du poids des normes, notamment avec Philippe Eliakim et puis le reste de nos décodeurs de l'écho. Il nous restera quelques minutes. À tout de suite. Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business, l'écho, c'est clair.